Alors bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver un petit peu en retard et nous excusons pour ce petit problème technique pour le premier webinaire d'EAM de l'année. Le premier d'une longue série puisqu'on nous organiserons désormais un webinaire par mois pour créer le débat autour de la mobilité européenne des apprentis et stagiaires de la formation professionnelle. La thématique qui nous rassemble aujourd'hui concerne les organismes de formation. Pourquoi un CFA, une école, devrait-il mettre en place la mobilité pour ses apprenants ? Pour répondre à cette question, je suis entourée de 5 acteurs engagés au sein de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Et pour commencer, je vous propose de faire un premier tour de table. Commençons par vous, Anne Bonnefoy. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter votre fonction ? Donc, je suis Anne Bonnefoy, je suis directrice du CFA du CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. Merci. Ensuite, Fabienne Dersoir. Bonjour Fabienne. Bonjour. Donc, je suis chargée de mission pour les MEFR du Grand Est au niveau de l'animation du consortium Erasmus. Bonjour Corinne Anne. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis professeure et je suis directeur scientifique de l'apprentissage à ESCP Business School. Merci. Bonjour Jean Arthuis. Bonjour. Je préside EuroApp Mobility et je préside également EuroApp Mobility EU, Europe, parce que nous venons de fonder l'association dont le siège est à Bruxelles afin de faciliter la réciprocité dans les échanges de mobilité. Merci. Et enfin, Thierry Marx qui nous fait l'honneur d'être présent pour notre premier webinaire EM. Bonjour Thierry Marx. Bonjour, Thierry Marx, chef de cuisine, artisan cuisinier, on va dire ça comme ça, exécutif chef pour le groupe Mandarin et directeur FMB pour le groupe Mandarin. Merci à tous d'être présents, merci infiniment. Je note que nous avons la chance aujourd'hui d'avoir des représentantes d'organismes de formation qui couvrent tous les types de diplômes qui sont disponibles dans la formation professionnelle qui va du CAP au master. Et c'est très important pour EuroApp Mobility de pouvoir parler à tous ces acteurs dans l'ensemble de la formation professionnelle. Pour commencer, donc, je vous propose de passer à la première partie de notre webinaire. Quelle est la valeur ajoutée, quels sont les avantages pour un organisme de formation de mettre en place la mobilité européenne pour ses apprenants? Et pour commencer, je donne la parole à Jean Arthuis. Merci Alice. Bonjour à tous et merci à Corinne Anne, à Fabienne Dersoir, à Anne Bonnefoy et Thierry Marx qui ont accepté notre invitation pour que nous puissions ce matin parler de l'intérêt pour les CFA de prendre part à la mobilité. Je préside, comme je viens de le dire, EuroApp Mobility, qui est une association dont les fondateurs sont les Compagnons du Devoir, le Conservatoire des Arts et Métiers, où nous sommes établis pour notre siège social, mais également les grandes entreprises françaises qui sont regroupées dans le GAN France, Global Apprentice Network, les chambres des métiers, les chambres de commerce. Notre préoccupation, c'est de faciliter la mobilité dans la formation des jeunes. J'ai été député européen entre 2014 et 2019 et j'avais lancé un projet pilote pour expérimenter la mobilité des apprenants professionnels et des apprentis. Erasmus est un formidable programme au plan européen, mais Erasmus a surtout bénéficié aux étudiants, c'est-à-dire à l'enseignement supérieur. Et donc, je me suis demandé pourquoi les apprentis ne participaient pas, eux aussi, à une mobilité longue. Quand ils partent 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais pas plus, ce qui est très bien. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une véritable immersion. Et donc, très vite, on a pu constater que les obstacles étaient nombreux. Obstacles juridiques, parce que 27 pays, ça veut dire 27 législations différentes dans les contrats de travail et d'apprentissage. Problèmes financiers, obstacles académiques, comment délivrer les diplômes en reconnaissant les acquis de la mobilité, obstacles linguistiques, obstacles psychologiques et aujourd'hui, depuis 1 an, obstacles sanitaires. Mais on va en sortir de cette pandémie, les vaccins sont là. Et donc, c'est le moment d'organiser le rebond de la mobilité. N'étant plus député, je ne m'étais pas représenté, je me suis dit que s'il n'y avait pas un activateur de mobilité pour intervenir auprès des pouvoirs publics, auprès des parlementaires, auprès des CFA, auprès de tous les acteurs de la formation professionnelle, auprès des entreprises également, ce serait peut-être un peu compliqué. Donc, nous voulons être un activateur de mobilité et la faciliter. Ma conviction est que nous sommes dans la mondialisation.
Et si nous voulons être compétitifs, il ne faut laisser personne au bord du chemin. Et donc, armer chaque jeune, lui donner les moyens de donner le meilleur de lui-même, de cultiver ses talents et de participer à la compétitivité de notre économie pour créer des richesses, pour créer des biens. Donc, c'est ça qui est en cause. Comment stimuler, comment faciliter, c'est l'ambition d'EuroApp Mobility. Et je pense que pour des centres de formation d'apprentis, mettre dans le programme pédagogique, dans les priorités pédagogiques, cette ouverture à l'international, c'est peut-être se donner un élément supplémentaire de réussite. La compétition va venir entre les centres de formation d'apprentis. Il y a même des entreprises qui vont créer leur propre centre de formation d'apprentis. Donc, je voudrais rendre les responsables des CFA attentifs à l'intérêt qu'il y aurait à organiser, à faciliter pour leurs apprentis la mobilité. C'est un défi énorme, parce qu'il faut convaincre les maîtres d'apprentissage, il faut s'y impliquer largement, il faut trouver les moyens financiers, mais je ne doute pas que nous réussirons. Et je me réjouis d'entendre nos invités à ce sujet. Merci Jean-Arthur. Une première réaction peut-être, Anne Bonnefoy, vous avez mis en place la mobilité finalement il y a peu de temps. Quels sont les avantages et pourquoi vous avez choisi de faire ça pour le CFA? Je vais répondre à votre question. Tout d'abord, je voudrais quand même vous dire que moi, l'approche européenne, elle est en moi depuis que j'ai commencé à travailler dans l'enseignement supérieur, puisque mon premier poste était dans une université qui porte un nom très symbolique, puisque c'était l'université Jean Monnet à Saint-Étienne. Donc, je suis aujourd'hui empreint de cet accueil dans l'enseignement supérieur lié à l'Europe. Alors, au CFA du CNAM, on a mis en place la mobilité internationale depuis plusieurs années déjà pour ouvrir en fait cette possibilité à nos apprentis qui n'avaient pas forcément la chance de pouvoir partir. Et cette année, nous avons créé une UA spécifique à mobilité internationale et européenne qui permet d'ancrer cette mobilité dans un dispositif académique et pédagogique de manière à ce que ça puisse être valorisé dans un parcours de formation et non pas simplement comme un simple voyage d'agrément, on va dire, mais vraiment un échange qui va permettre à l'apprenti d'acquérir des soft skills, des compétences transversales, au-delà de la langue, mais aussi par rapport à une acculturation à un pays étranger, celui qu'il ne connaît pas. Et puis aussi, ça permet à certains d'entre eux de pouvoir franchir les frontières de la seule famille, de la France, et d'y voir une autre culture et lui permettre une ouverture d'esprit qui est indispensable dans une posture professionnelle. Merci Anne. Corinne, peut-être, est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça a apporté à votre école de s'ouvrir à l'international? Notre école est européenne, c'est dans notre ADN. Donc, on est sur 6 sites européens. Donc, il était bien évident que l'apprentissage se devait d'être européen aussi. Alors, nous, l'apprentissage, c'est dans le master grande école, donc sur 4 semestres. Et dans le visa, nous avons nécessairement un semestre à l'international. Donc, évidemment, dans l'apprentissage, comme c'est le même diplôme, il y a aussi ce semestre. Mais comme le disait Anne, nous avons des publics qui n'ont pas cette expérience de l'international ou très peu avant d'arriver chez nous. Et donc, j'ai rajouté une seconde période de 4 à 6 semaines en première année, de façon à ce qu'il y ait une montée en puissance. En première année, ils partent ensemble sur un campus, donc dans un lieu où on peut les encadrer, où il y a quand même une certaine familiarité. Et puis ensuite, en deuxième année, ils partent un semestre tout seuls dans une université partenaire ou sur un de nos campus. Alors les avantages, on est dans une formation management, donc j'ai pas besoin d'expliquer que c'est fondamental pour former des managers plus efficaces. Il faut les sortir de leur zone de confort, il faut les conforter à d'autres manières de faire, mais il faut qu'ils le vivent au quotidien. C'est le principe de l'apprentissage. Et donc c'est vrai évidemment pour améliorer la formation du côté des apprentis, mais c'est vrai aussi pour les équipes.
parce que les équipes doivent s'adapter, elles doivent collaborer. Quand on a monté la période de formation à Madrid, j'ai dû travailler, mon équipe a dû travailler avec les équipes de Madrid et donc on apprend énormément ensemble. Comme je le dis toujours, dans l'apprentissage, la coopération n'est pas une option. On est en permanence en train de combiner de logiques contradictoires. C'est pas facile, mais c'est ce qui fait la richesse de l'apprentissage. Alors, le retour pour les entreprises, on a des retours. Les entreprises sont pas, au départ, évidemment, ils sont toujours un peu réticents de les voir partir, même si ça se passe pendant des périodes prévues dans le calendrier d'alternance, des périodes d'école, puisque nous, nos échanges sont toujours des échanges, des mobilités académiques. Mais quand les apprentis reviennent, c'est unanime. Et moi, je fais toujours un retour avec les entreprises. Enfin, les apprentis ont des professeurs tuteurs, des professeurs permanents de l'école qui vont en entreprise et qui font un retour sur ce qu'ils ont appris. Et puis, donc l'apport, c'est pour les 3 acteurs de l'apprentissage. Mais alors aussi, ce que j'ai réalisé, c'est qu'en fait, au travers de ce système et de ces échanges, de cette mobilité, on faisait connaître notre modèle dans des pays où ce mode de formation n'est pas connu. Il a fallu que j'explique, et notamment, je pense aux pays méditerranéens, nous avons un campus à Turin, un campus à Madrid, et il faut à chaque fois que j'explique ce que c'est que l'apprentissage, comment nous fonctionnons. Alors, et bien évidemment, c'est plus connu en Allemagne, par exemple, sur notre campus de Berlin, encore que le modèle soit différent. Et notamment, notre approche dans l'enseignement supérieur, elle est quand même très différente. Et donc, il y a un effet important aussi. Maintenant, j'ai plus besoin d'expliquer. C'est vrai que au niveau bon, ils savent ce que c'est, ils en voient les avantages et ça, c'est vraiment très intéressant pour nous. Vous confirmez, vous, Fabienne, auprès de CFA, des MFR, que finalement cette mobilité permet à l'organisme de formation un mélange de pratiques pédagogiques, une professionnalisation aussi des équipes qui doivent travailler avec du coup des équipes à l'international. Vous confirmez tout ça au sein de votre CFA? Oui, tout à fait. Les maisons familiales organisent des formations par alternance de la 4e au BTS. Donc la mobilité familiale, c'est organisé pour les élèves de CAP et les élèves de Bac Pro. Donc vraiment des jeunes futurs professionnels issus de milieux ruraux. Donc pour eux, c'est très important de leur permettre cette ouverture-là. Équipe, vraiment, je rejoins tout à fait ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire que il y a un enrichissement à la fois culturel, mais aussi technique. Je vais prendre l'appui des mobilités apprentis dans le domaine de l'hôtellerie-restauration. Les formateurs s'enrichissent de ce que les jeunes vivent en mobilité parce qu'ils rapportent de nouvelles manières de travailler, de nouvelles techniques, de nouvelles façons de concevoir des actes professionnels. Et ça, c'est véritablement un enrichissement très, très important pour des moniteurs formateurs auprès de ces jeunes-là. Et ça crée une dynamique pédagogique évidente parce que c'est vrai que quand on va voir ailleurs, on s'enrichit de l'observation d'autres pratiques. Et est-ce que vous pensez, peut-être Anne, que tout à l'heure Jean l'évoquait, c'est vrai que désormais il y aura de plus en plus de centres de formation parce que les conditions d'ouverture ont été allégées par la loi en 2018. Est-ce que vous pensez, mesdames, que finalement proposer la mobilité européenne, c'est une façon de se démarquer par rapport aux centres de formation concurrents? C'est indiscutable. Les CFA qui arriveront à organiser de façon efficiente la mobilité internationale, donc inscrit vraiment dans un dispositif pédagogique avec professionnalisation aussi des accompagnants, on vient d'en parler, c'est un plus qui sera très important. Moi, j'irais, tout à l'heure, Corinne parlait de la formation de managers à l'international, mais moi, j'irais plus loin. Je dirais que la mobilité internationale, européenne et internationale, forme les citoyens de demain, pas simplement les managers. Un apprenti, c'est un bâtisseur de l'économie de demain. Quand il part à l'étranger, il va devenir un bâtisseur citoyen en plus. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer de la mondialisation, on ne peut pas se passer d'aller voir ailleurs ce qui se passe, on ne peut pas se passer d'interroger les pratiques
celle qu'on apprend sur le terrain et celle qu'on voit aussi à l'extérieur. Et ça, c'est un enrichissement très important. Reste la responsabilité aussi des centres de formation que nous représentons de capitaliser cet enrichissement. Il ne s'agit pas simplement de les faire partir et de faire revenir. Il faut que nous aussi, et ceux qui dirigent les CFA, ceux qui enseignent dans les CFA, on puisse en faire quelque chose de cet apport. On puisse le capitaliser dans une problématique, dans une réflexion d'une pédagogie de l'alternance qui existe aujourd'hui, mais une pédagogie de l'alternance avec ce volet international et ce volet européen qui est, à mon sens, très novateur. Et quand on travaillera, quand on se penchera sur ce sujet de la capitalisation et de cette pédagogie, on rentrera aussi dans le dur de l'innovation pédagogique avec ce volet-là. Nous, on propose de la mobilité, comme on l'a dit, mais également des formations qui sont faites complètement en anglais, avec les plaquettes qui sont en anglais, etc. Donc c'est à la marge, hein, mais c'est un petit début pour une ouverture de notre CFA vers l'international et l'Europe. Et effectivement, les modèles de l'apprentissage sont assez français. On est sur du modèle du compagnonnage et ce transfert en fait d'expertise, il est à travailler. Si on a envie de travailler avec les pays européens et même les pays, moi j'ai travaillé avec les pays d'Afrique, il s'agit de les accompagner à créer des modèles vernaculaires d'apprentissage. Le modèle français est un modèle français, mais il faut les aider aussi à accompagner ce modèle dans ces pays-là pour qu'on soit vraiment sur un échange de pratiques et un échange d'apprentis, pourquoi pas, dans les années à venir. Merci Anne. C'est vrai qu'on parlera tout à l'heure des solutions, des choses qui sont encore à faire pour avancer. Thierry Morte, peut-être une réaction. C'est vrai que vous êtes à la fois un ancien apprenti. Aujourd'hui, vous êtes chef exécutif au sein d'un très grand hôtel qui est le Mandarin Oriental à Paris. Mais vous étiez également engagé dans l'apprentissage puisque vous avez créé un centre de formation qui s'appelle Cuisine Mode d'Emploi. Qu'est-ce que ça vous évoque, la thématique du jour ? La thématique du jour, elle me plaît bien parce que tout ce que j'entends est effectivement d'une limpidité absolue. Effectivement, quand on propose à nos apprentis et qu'on les aide à cette mobilité, à cette curiosité de la mobilité, eh bien, quand ils reviennent, on a des managers qui sont, je dois le dire, bien plus performants. Déjà, l'accessibilité à la langue anglaise est un vrai plus pour faire progresser. On a parlé de soft skills, mais en voilà un qui va leur donner une clé sur le monde. Je ne parle pas uniquement de l'Europe, mais une véritable clé sur le monde. Alors, effectivement, il faut préparer l'apprenti à avoir envie de voyager, à avoir envie de sortir de cette zone de confort et puis l'accompagner pendant un certain temps pour qu'il franchisse le pas. Donc, dans un groupe comme Mandarin Oriental, eh bien, on a intégré cela très tôt et dès la deuxième année d'apprentissage, on permet à ces apprentis d'aller voir dans d'autres établissements dans le monde pour qu'ils puissent prendre confiance en eux. Parce que ce qu'on va retenir de ces voyages, de ces échanges, eh bien, c'est qu'ils prennent beaucoup plus de maturité. Ensuite, pour les CFA, pour les écoles que nous avons créées, c'est un peu plus difficile parce que ce sont des personnes qui sont éloignées de l'emploi, voire très éloignées de l'emploi. Et là, il nous faut un certain temps pour d'abord leur donner un projet métier de façon opérationnelle et ensuite de les initier à aller chercher une autre compétence ailleurs et notamment par le voyage en Europe. On y arrive, on a même de belles installations en Europe qui se sont concrétisées, mais effectivement, c'est un refrain quotidien, je dirais, qu'on diffuse à la façon d'un sachet de thé à nos apprentis pour qu'ils aient envie d'aller acquérir des compétences à l'international, enfin tout du moins en Europe et ensuite à l'international, pour revenir en tant que manager français en découdre avec le marché qui, lui, est devenu planétaire. Je sais qu'on n'aime pas parler de mondialisation en France, mais la mondialisation, aujourd'hui, elle est là et j'adore voir une marque française, un artisan français se développer en France, en Europe et à l'international. C'est toujours une très grande fierté quant à nos apprentis issus de nos formations dans le faire pour apprendre,
arrive à développer une marque, une empreinte française en Europe et à l'international. Vous voyez que cette notion, j'ai aimé ce qu'a dit Jean Arthuis, cette barrière psychologique, c'est la plus dure. Les autres vont tomber d'elles-mêmes, mais cette barrière psychologique, il faudrait presque l'anticiper avant l'entrée en apprentissage. C'est-à-dire que dès les classes de 6e, 5e, on doit initier à la mobilité, à se déplacer, pas forcément en Europe, mais déjà en France. Sortir de la cage d'escalier est pour certains quelque chose d'extrêmement angoissant. Beaucoup de nos jeunes concitoyens vivent en mode silo dans leur quartier, et les aider déjà à franchir le silo, la porte du silo pour commencer à aller découvrir la France. Moi, j'ai eu la chance, vous avez évoqué les Compagnons des Devoirs, qui est une école merveilleuse, de me pousser en dehors de ma cité, de m'emmener à Paris, de me faire commencer mon apprentissage à Paris et de tourner sur le Tour de France où j'ai découvert la France avec toutes les forces qu'ont pu me transmettre nos anciens sur ce Tour de France et qui m'a immédiatement donné envie d'aller en découdre à l'international et de dire, ce savoir-faire français, je peux l'imposer à l'international. Alors oui, la barrière de la langue, c'est rapidement résolu quand on se met en mode action. Et puis ensuite, cette prise de confiance en soi, c'est-à-dire je vais avoir à trouver de l'agilité, dans cette agilité, de la prise de confiance et ensuite de la prise de compétence, ce qui m'amène toujours à amener l'apprenti dans attitude et aptitude. L'attitude, c'est la posture de l'engagement d'aller de l'avant. Et ça, c'est comme ça qu'on arrive à les pousser un petit peu vers cette curiosité. Mais déjà de sortir du quartier, de découvrir la France, sa richesse, de créer dans son apprentissage une empreinte forte du produit franco-français et ensuite de se sentir capable d'aller en Europe et sur le plan international. Et effectivement, cette barrière psychologique, il faut aider l'apprenti à se mettre sur le ramp-up de l'engagement, lui donner 80% des compétences, mais les 20% de mer de l'incertitude qu'il doit traverser pour franchir les frontières, ça c'est lui. Mais il faut lui donner ce socle qui lui permet de ne pas reculer au moment de prendre la décision. Et cette barrière psychologique, elle est essentielle parce que toutes les autres barrières vont tomber avec la détermination du candidat. Et ne pas reculer, c'est la stratégie de la libellule. Exactement. Tomo des, comme on dit en japonais. Mais en vous écoutant, j'ai la conviction que vous entendre change le regard que la société française porte sur l'apprentissage. Et ça, c'est très important. Autrement dit, inscrire l'international, l'ouverture internationale dans l'apprentissage, c'est aussi permettre à nos compatriotes de changer le regard qu'ils portaient ou qu'ils portent encore sur l'apprentissage. Et peut-être d'éveiller des vocations de jeunes et de leurs familles pour l'apprentissage. Vous avez totalement raison, parce que, d'ailleurs, je pense qu'autour de ce webinaire, on est tous d'accord avec ça. Il y avait, à mon époque, quasiment deux camps. Ceux qui apprenaient pour faire, les bons élèves, qui avaient un cursus et une carrière, et puis ceux qui allaient vers l'apprentissage, qui étaient dans le faire pour apprendre. Aujourd'hui, il faut rassembler ces deux mondes. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant dans l'apprentissage, de considérer qu'il y en a qui vont avoir des difficultés, de l'aisance pour apprendre dans une voie dite normale, et puis d'autres qui vont avoir besoin d'un accompagnement. Mais à la fin, cette expérience internationale va les rassembler. Et ça, je le vois aujourd'hui dans les cadres que nous avons dans la compagnie et à l'international. Il y a différentes stratégies pour arriver au statut de manager, voire de décideur dans l'entreprise. Certains sont passés par le prisme de l'apprentissage, d'autres par un apprentissage beaucoup plus scolaire. Mais ce qui les a rendus plus forts, ça a été cette expérience internationale, par l'acquisition des langues, par la découverte de l'autre, finalement, qui est l'autre, avec qui je vais avoir en découdre positivement sur les marchés internationaux pour imprimer mon savoir-faire, imprimer ma marque. Mais tout cela, dans les CFA, il faut qu'on prépare
ce jeune à prendre confiance et à le mettre sur ce ramp-up qui lui fera passer les frontières. Et cette barrière psychologique, vous aviez raison d'insister sur cette barrière, c'est la plus dure parce qu'ensuite, une fois que ces jeunes ont la détermination, mais les autres barrières tombent avec une aisance assez facile. Merci Thierry Marx. Abordons donc désormais les solutions pour qu'un CFA, dans un CFA a besoin pour pouvoir justement mettre en place et proposer ça aux jeunes. Corinne Anne, peut-être Europe Mobility travaille aussi pour justement lever les freins à la mobilité. Au sein de votre école, quelles seraient justement les solutions, quelles sont les limites de ce dispositif? Alors, bon, d'abord, il faut quand même être clair, l'apprentissage, c'est un coût. C'est un coût parce que, comme l'a dit Thierry Marx et d'autres, là, on est obligé, on fait de l'artisanat. L'apprentissage, ça ne pourra jamais être de l'industrie. Ça veut dire qu'on est obligé, on a une collection de cas particuliers. Et donc, nous, on a beaucoup de chance parce qu'en ce qui concerne l'international, on a un service international parce que l'apprentissage, c'est une des voies possibles dans l'école. Tous nos étudiants vont avoir cette expérience internationale, mais on est obligé de s'adapter à la problématique de l'apprentissage. Et donc, c'est plus lourd à gérer. Ce qu'on me dit toujours, c'est oui, mais avec toi, on est toujours obligé de faire des aménagements. Mais oui, mais ça, c'est l'apprentissage. Tout le monde est obligé de faire des efforts. À un moment donné, je parle bien d'aménagement, pas de passe-droit, comme pourraient le dire certains esprits chagrins. Et donc, tout ça repose beaucoup sur le dévouement, l'implication des personnes qui encadrent, c'est pas toujours reconnu parce que je crois que quand on n'est pas dans l'apprentissage, on ne se rend pas compte des difficultés. Après, nous, on a un problème très spécifique, c'est que, comme je vous l'ai dit, les périodes à l'international, les périodes de mobilité sont obligatoires pour le visa du diplôme. Et puis donc aujourd'hui, on a ce qu'on n'avait jamais eu par le passé, on a des problèmes de financement des périodes, puisque les entreprises peuvent elles ont la possibilité, si elles le souhaitent, de ne pas verser de rémunération au-delà quand le jeune part plus de 4 semaines, ce qui est généralement le cas dans l'enseignement supérieur à ce niveau. Ce sont des périodes plus longues et bien que ce soit des périodes d'alternance, des périodes académiques prévues dans le calendrier, les entreprises ont donc la possibilité de demander la mise en veille du contrat. Or, un jeune qui n'est pas rémunéré ne peut pas partir. Et donc, le financement ne peut pas être assuré. Certains organismes, certaines branches professionnelles, certains OPCO financent, mais toujours en partie. Et donc là, on a un vrai problème concret. Alors, au niveau du coût, il y a aussi un coût, tout à l'heure, on l'a dit, on ne peut pas les faire partir comme ça. On est obligé il faut intégrer absolument la mobilité dans leur cursus. Donc, ça veut dire prévoir des séminaires, prévoir des interventions en amont. Moi, je les prépare au départ avec des anciens qui viennent témoigner de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'il faut faire. Et puis, bien sûr, en aval, comme l'a dit ma collègue, eh bien, il faut qu'on exploite ça. Donc, on a également des séminaires spécifiques pour discuter de ce qu'ils ont vécu parce qu'il n'y a pas deux expériences identiques. Et donc, les échanges sont absolument fondamentaux. Est-ce que je peux vous interroger sur la réciprocité? Je veux dire que vos jeunes partent. Est-ce que vous avez des modules pour accueillir des jeunes venant d'autres pays? Ah, mais dans ma section, alors tout à l'heure je vous parlais des universités partenaires, évidemment, que ce soit sur les campus ou dans les universités partenaires, ils nous adressent des jeunes. Et certains d'entre eux intègrent l'apprentissage. Donc moi j'ai des sections d'apprentis avec des Italiens, des Espagnols. Comme je vous l'ai dit, quand j'ai démarré, ça fait 12 ans que je m'occupe de la filière apprentissage à ESCP. Et au départ, j'avais quasiment pas d'Européens parce qu'ils ne connaissaient pas. Et puis, en fait, ça s'est fait du bouche à oreille. Par exemple, j'ai eu une filière espagnole parce qu'un qui avait découvert l'apprentissage tout à fait par hasard, ensuite en a parlé à ses amis qui sont donc venus à l'école pour faire l'apprentissage. Donc, évidemment, il y a réciprocité et il y a un brassage européen dans le cadre de la section. Et vous avez des cours en anglais?
On a des cours en anglais, on a aussi, mais le principe, c'est qu'on leur demande de pouvoir s'exprimer en français lorsqu'ils ne sont pas français, et parce qu'on trouve que c'est aussi important. La culture, ça passe par la langue, on l'a dit, ça passe pas que par ça. Quand mes apprentis partent à l'étranger, dans d'autres pays européens, ils s'aperçoivent que les rythmes de travail, le fait on passe beaucoup moins de temps en réunion dans certains pays, on commence plus tard, ou on part très tôt. Donc ça, c'est aussi une surprise. Dans certains pays, à 5 heures, tout le monde est parti. Donc pour nos apprentis qui ont appris en entreprise en France à rester jusque tard, enfin en tout cas jusqu'à ce que le chef soit parti, c'est toujours surprenant. Donc oui, nous avons un brassage dans les deux sens. Merci Corinne. Fabienne, peut-être, vous au sein du CFA dans lequel vous travaillez, quelles sont les limites que vous rencontrez, quels sont les problèmes que vous rencontrez pour développer davantage cette mobilité européenne? Alors, c'est le travail avec finalement les différentes branches professionnelles, parce que vrai, quand Thierry Marx s'exprime, on voit bien que cette branche professionnelle de l'hôtellerie-restauration, ils ont le CV voyageur, c'est-à-dire que c'est bien vu d'avoir CV dans lesquels on montre qu'on a voyagé pour parfaire ses compétences, mais il existe des domaines professionnels où c'est pas du tout encore possible. Enfin, tous les métiers notamment liés au bâtiment, à la mécanique, au jardin espace vert, à l'agriculture. On doit vraiment travailler avec les chefs d'entreprise pour réfléchir avec eux comment une mobilité peut être un atout dans un parcours professionnel. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a travaillé, nous, avec notamment le secteur de la petite enfance. On a organisé une mobilité pour des professionnels de la petite enfance pour qu'ils puissent vivre ce que leurs apprentis pourraient vivre. Et c'est vrai que quand des professionnels vivent cette mobilité, ils se rendent bien compte de tout ce que ça peut apporter dans un parcours, et ils se disent, bah oui, il faut que des jeunes futurs professionnels puissent bénéficier de ça. Et est-ce que vous avez rencontré des difficultés peut-être pour trouver des CFA partenaires en Europe? Ce n'est pas forcément toujours évident apparemment. Est-ce que de votre côté, c'est une difficulté? Alors ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille, parce que donc nous, on est sur des niveaux CAP, Bac Pro, et donc il faut trouver dans d'autres pays ces mêmes types de formations pour qui la réciprocité serait intéressante. Et ça, c'est quelque chose vraiment, c'est un chantier. On s'est attaché, on est en train de nouer des contacts. Est-ce qu'on peut imaginer des jumelages? Oui, tout à fait. Très bien. Mais notamment, M. Arthuis, peut-être que... Oui, Thierry Marx, excusez-moi. Non, les jumelages devraient servir en partie à cela. Et puis j'entends aussi la mobilisation des entreprises, notamment des entreprises du bâtiment. Aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise aussi, on a intérêt à investir sur la mobilité parce que c'est une garantie d'abord de pouvoir développer nos affaires à l'international avec des compétences que nous avons formées. Et il faut, à mon avis, se rassembler avec les OPCO, que les OPCO comprennent à quoi elles servent finalement, là aussi dans ce mécanisme, et de savoir de pouvoir faire voyager des jeunes gens, apaise aussi un certain nombre de tensions, de les sortir du quartier, de les sortir de l'hexagone pour leur faire rencontrer autre chose et de les ramener. Donc, il y a aujourd'hui un tour de table à faire avec les OPCO, le monde de l'entreprise, et je reconnais bien là aussi le monde du bâtiment, parce qu'on en discute très souvent avec cette fédération, et tout le monde est prêt aujourd'hui à s'entendre pour accompagner nos jeunes gens vers l'extérieur et puis de pouvoir les récupérer. Ce qui est toujours craint dans le monde de l'entreprise, c'est de perdre nos compétences. Alors, on a l'impression qu'en les mettant sous cloche, on allait les préserver. Mais ce n'est pas du tout ça. Il faut retravailler un petit peu là-dessus pour se dire, c'est une valeur que je projette à l'extérieur, qui va acquérir des compétences à l'extérieur, et puis je vais pouvoir miser sur cette valeur. Et puis ensuite, développer ce qui nuit terriblement à la mobilité, c'est l'hébergement. C'est-à-dire que c'est très difficile pour un jeune de se trouver un hébergement ou de lui trouver un hébergement digne de ce nom à un tarif qui soit un tarif acceptable dans la capitale où il va aller travailler. Donc là, effectivement, les jumelages
peuvent être d'un intérêt énorme de recréer ces maisons pour accueillir des jeunes gens, pour d'abord qu'ils se connaissent. Et puis, je termine mon propos sur le propos de Jean Arthuis qui est très juste. Il faut aussi faire venir beaucoup de gens chez nous en formation pour créer aussi cette attractivité, cette rencontre absolument fédératrice pour dire, tiens, tu es venu d'Allemagne, bien moi j'irai bien un petit peu en Allemagne aussi me former. Et ces liens de confiance qui sont des liens invisibles, quand on est apprenti, c'est extrêmement important. Moi je me souviens de mon apprentissage avec un jeune Allemand et Hollandais, et que cette connivence nous a fait nous retrouver à Hong Kong quelques années après. Mais c'est parce qu'on s'est dit, allons-y ensemble, tu es meilleur en anglais, je suis meilleur peut-être pour faire les soufflets, mais peut-être qu'on peut s'accompagner comme ça. Vous savez, la formation, ce qu'il y a de formidable, d'ailleurs vous l'évoquez tous merveilleusement bien, c'est du lien de confiance. Comment je vais mettre ce futur partant dans la confiance du départ. D'ailleurs, si je reprends à propos des compagnons des devoirs, on accompagnait, on faisait une conduite à celui qui partait pour qu'il n'ait pas l'anxiété du départ. Donc, quand je parle de ramp-up, de se mise sur le ramp-up de ces jeunes gens, eh bien, c'est absolument nécessaire. Et puis, aider aussi au financement pour que les professeurs puissent bénéficier de voyages, de longs séjours en Europe et à l'international pour qu'ils puissent eux aussi diffuser chez les jeunes gens l'envie de partir et d'aller découvrir cette envie d'aventure. Et il faut aussi financer des formations pour les formateurs pour qu'eux aussi s'inspirent de ce qui se fait à l'extérieur de l'Hexagone. Merci Thierry Marx. Jean Arthuis, peut-être que vous pouvez nous parler un peu des solutions que projette Europe Mobility pour lever ces freins au niveau des CFA. Alors, il y a des freins juridiques. Donc, on essaie avec de rencontrer les pouvoirs publics, ne serait-ce qu'en France. Il n'y a pas un ministère qui s'occupe de l'apprentissage. Il y a plusieurs ministères. Et quelquefois, Thierry Marx parlait de silos. Quelquefois, on se dit que ce serait bien s'il y avait une meilleure coordination sur le thème de l'apprentissage entre l'enseignement supérieur, entre l'éducation nationale, entre le ministère du Travail, le ministère de l'Agriculture, le ministère du Budget peut-être aussi. Donc, nécessité d'avoir une relation avec le Parlement, parce qu'on voit bien qu'on a quelques textes réglementaires qui peuvent être des obstacles à la mobilité. Vous avez évoqué le frein financier. Eh bien, il faut qu'avec les OPCO, nous ayons une rencontre pour vérifier que ce que la loi Choisir son avenir professionnel a permis bénéficie de moyens appropriés. Donc, il y a une ère nouvelle qui est en train de s'ouvrir. On a parlé du frein linguistique. Si on veut qu'il y ait réciprocité, ben, il faut aussi qu'il y ait peut-être dans l'enseignement quelques modules en anglais. Dans l'expérimentation que nous avons lancée en 2016-2017, nous avons eu des refus de candidats des pays de l'Est et de l'Europe. Refus parce que quand ils ont constaté que dans nos CFA, il n'y avait aucun cours en anglais, ils se sont abstenus de venir. Il y a un frein académique. Comment reconnaître les acquis de la mobilité? Est-ce qu'au moment de la délivrance du diplôme, l'autorité académique va reconnaître que les 6 mois passés dans un autre pays sont pris en compte pour délivrer le diplôme? Il y a des freins forts, mais qui sont en train de bouger. Nous travaillons avec l'éducation nationale à cet égard. Les freins psychologiques supposent qu'il y ait beaucoup de communication. Et ça, c'est l'affaire de chacun d'entre nous, c'est l'affaire de tous les représentants du monde de l'entreprise. N'attendons pas tout de l'État, il faut aussi que les entreprises participent à cet investissement essentiel qu'est la formation professionnelle. Nous essayons d'agir aussi au plan européen, c'est la raison pour laquelle nous avons créé Europe Mobility Europe à Bruxelles. Nous avons un groupe de députés au Parlement européen qui travaille les textes sur Erasmus pour vérifier qu'il y a une quotité suffisante réservée à la formation professionnelle, à la mobilité des apprentis. Nous sommes en relation avec la Commission européenne également, parce que même au niveau de la Commission européenne, il y a quelquefois du mal à distinguer ce qui relève d'Erasmus, c'est-à-dire la Direction générale de la culture et de l'éducation, et puis la Direction générale de l'emploi.
d'essayer d'alléger la lourdeur des procédures européennes pour accéder au crédit Erasmus. Nous travaillons bien sûr avec l'agence Erasmus. Nous sommes sur le point d'ouvrir une plateforme pour faciliter le matching, la rencontre entre les offres et les demandes de mobilité, pas seulement sur le plan national, mais également sur le plan européen. Voilà quelques-unes des initiatives que nous prenons pour activer le système, pour susciter le mouvement, pour encourager des pionniers, parce qu'il faut qu'il y en ait quelques-uns qui se lancent pour faire la différence. Et puis quelquefois de demander aux législateurs de simplifier les textes pour rendre plus responsables les acteurs. Il me semble que les acteurs de terrain, quelquefois, donnent l'impression qu'ils attendent que le ministre leur dise quoi faire. Je crois que nos marges de liberté sont beaucoup plus grandes qu'on le croit et qu'il faut qu'on fasse preuve d'initiative. L'initiative, ce n'est pas simplement, et la créativité et l'innovation, ce n'est pas simplement pour le monde marchand. Je pense que dans la sphère publique ou parapublique, il doit être possible aussi d'innover de temps en temps et de se libérer de ces protocoles, de ces contraintes, de ces textes qui viennent d'en haut. Et il faut la réciprocité, c'est très important. Et donc, il faut trouver des partenaires dans d'autres pays. Ma conviction, c'est que les centres de formation d'apprentis sont au cœur du dispositif. Il faut que les parties prenantes soient très impliquées, soient très ardentes, mais c'est au niveau d'un centre de formation, de la définition de son projet pédagogique, de ce qu'il imagine pour les années qui viennent. Et après, ce sont de fantastiques aventures humaines, même pour les entreprises qui accueillent un jeune venant d'un autre pays. C'est une fantastique aventure humaine. J'en ai des témoignages extraordinaires. Non seulement le jeune, lorsqu'il rentre, on a l'impression qu'il marche sur l'eau. Il est changé, il est transformé, il a pris confiance en lui. Et quand nos compatriotes ont confiance en eux-mêmes, alors le monde peut changer dans ce qu'il a de meilleur. Merci Jean Arthuis. Merci. Je précise également parmi les solutions que l'agence Erasmus est à l'initiative d'un module de formation pour les référents mobilité qui sera diffusé en 2021. Donc, on vous transmettra toutes les informations à ce sujet également. Anne Bonnefoy, est-ce que vous avez une réaction au propos de Jean Arthuis sur les solutions, etc. J'ai bu ces paroles parce qu'on ne peut avancer qu'avec un portage comme il vient de le faire. C'est très enthousiasmant. Moi, on est prêt à être pionnier, on est prêt à prendre des initiatives. On en prend d'ailleurs, mais parfois on s'est un peu tapé sur les doigts parce qu'on va un peu plus loin que ce qu'il faudrait. On est quand même contraint par des textes législatifs qui sont des freins, comme on a vu. Hein. Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, allez-y gaillardement. Ok, pas de problème. On a vu en fait que les leviers d'amélioration proposent aussi sur le modèle économique. Hein, on en a beaucoup parlé. Moi, j'avoue, dans l'enseignement supérieur, on a des facilités à l'acculturation, on va dire à la mobilité internationale, parce que les enseignants-chercheurs eux-mêmes sont très habitués, ils travaillent en collaboration avec des centres de recherche étrangers. On a des obligations, au CFA du CNAM, on a 2 titres d'ingénieur où la CTI oblige à cette mobilité internationale, donc on est habitué. Et du coup, cette acculturation qui est déjà un peu avancée infuse sur les autres formations qui sont moins habituées à la mobilité internationale. Et puis je rebondis aussi sur la notion de référent à la mobilité internationale. Aujourd'hui, c'est devenu une obligation dans le cadre de la certification Calliope, et qui est un écart majeur quand on n'a pas désigné dans les CFA des référents mobilité internationale et nationale. Donc, on a les deux, nous. On a la mobilité nationale et internationale. Donc, tous les référents, tous les CFA ont désigné un référent qui a une vraie feuille de mission et une vraie responsabilité à développer cette mobilité. Chez nous, par exemple, la référente, elle fait partie du pôle pédagogie. Pour moi, il n'y avait pas d'autre solution que de le mettre dans le pôle pédagogique, comme je l'ai dit tout à l'heure en propos liminaire, hein, c'est-à-dire que la mobilité internationale est attachée au dispositif pédagogique, donc avec tout ce que ça implique derrière, dont on a beaucoup parlé.
Mais justement, Anne Bonnefoy, peut-être que vous pourriez y répondre, certainement d'ailleurs. On a une question sur les réseaux sociaux de Aurélie Thirier-Duquesne sur Facebook qui demande concrètement comment se met en place cette mobilité par une formation à l'étranger, un travail en entreprise à l'étranger, l'un ou l'autre ou les deux. Peut-être que mesdames, vous pouvez apporter une réponse à Aurélie. Alors, je peux peut-être commencer, mais sur cette UA internationale, ce qui serait intéressant de mettre en place, c'est effectivement de pouvoir proposer aux apprentis des cours dans les universités partenaires avec des UE qui soient spécifiques, mais également des périodes dans une entreprise sur une mission la même qu'il fait en France. Alors, ça peut être la même entreprise qui a des succursales à l'étranger ou une autre entreprise avec laquelle il faudrait créer des partenariats. Le chantier est énorme, hein. Le champ des possibles est ouvert et la marge de progrès est devant nous. Considérable. Immense. Oui. C'est ça qui est rassurant. Ah oui, c'est quand on dit que la marge de progrès est énorme, c'est qu'on est vivant, quoi. Et Fabienne, peut-être vous qui êtes chargée de mission, c'est vrai que c'est votre travail quotidien. Qu'est-ce que vous répondrez à Aurélie qui demande concrètement comment se met en place une mobilité? Est-ce que c'est un stage à l'étranger? Est-ce que c'est le parcours de formation? Comment ça s'illustre finalement? Il existe plusieurs dispositifs, donc après, c'est suivant le projet de cette personne. Si la mobilité est plutôt un stage en entreprise pour acquérir des compétences professionnelles ou le fait d'avoir envie d'aller étudier dans un autre pays, c'est vraiment suite à un entretien qu'on peut valider le type de dispositif le plus adapté pour cette personne parce qu'il existe plein de possibilités, parce qu'on aurait pu aussi parler des années de césure qui sont possibles aussi aujourd'hui maintenant dans des dispositifs Erasmus longue durée, on parlait du volontariat international, enfin il existe tellement de champs du possible que voilà, il faudrait pouvoir en discuter avec elle. Très bien, merci. Un petit mot pour conclure peut-être Thierry Marx, parce que je sais que vous devez nous quitter à 11h30. Oui, merci. Non, je trouve que tout ça est frappé du bon sens, mais si je pouvais me permettre avec beaucoup d'humilité de donner un conseil en France, c'est de dédramatiser l'anglais et de permettre à ces jeunes gens très tôt de ne pas se faire une dramaturgie de l'anglais, mais bien au contraire, une accessibilité facile à l'anglais. Et bien souvent, le frein se trouve là pour beaucoup d'adolescents de dire non, mais je ne saurais pas parler la langue, or qu'ils apprennent très vite l'anglais. Alors, dans nos entreprises, comme nous avions cette problématique-là, nous avons installé des cours d'anglais pour les apprentis au travers de cours de théâtre pour qu'ils se familiarisent au moins avec 1000 mots d'anglais pendant leur première et deuxième année de formation chez nous. Et finalement, on s'aperçoit, parce que maintenant on peut identifier ceux qui ont suivi un petit peu cette filière et ceux qui ne l'ont pas suivi. En général, ceux qui ont suivi cette filière de renforcement en anglais partent très facilement à l'international. Donc voilà, je pense qu'on a intérêt en France aussi à dédramatiser les cours d'anglais, donner cette accessibilité à l'anglais très tôt parce qu'ils s'aperçoivent tout de suite que c'est une clé sur le monde et c'est un frein aussi de ne pas maîtriser quelques mots d'anglais pour pouvoir s'expatrier. Voilà, je vous quitte, pardon, mais le travail me rappelle et 11h30, c'est un petit peu l'heure où je dois me méfier un peu. Donc, merci de votre accueil, c'était très intéressant et merci de cette invitation. À bientôt. Merci de votre présence, Thierry Marx, et de votre témoignage. Merci. Merci. Jean, peut-être vous pouvez prendre le relais pour conclure ce webinaire aujourd'hui. Moi, je l'ai trouvé extrêmement riche par les témoignages. Et donc, je crois que c'est un défi que nous devons relever. Est-ce que c'est parce que c'est difficile qu'on n'ose pas ou est-ce que c'est parce qu'on n'ose pas que c'est difficile? Moi, je pense qu'il est temps d'oser parce que c'est notre avenir qui est en cause. C'est la formation des jeunes. Il convient de les armer et de permettre à tous les jeunes, car il y a un côté inclusif également, de ne laisser personne au bord du chemin, de permettre peut-être un continuum entre des jeunes qui vont accéder par les niveaux 4 ou 5, mais qui, chemin faisant, trouvant confiance en eux-mêmes, pourront peut-être
accéder au niveau supérieur. Il n'y a pas de blocage. Et je sais que le gouvernement se préoccupe d'assurer ce continuum et de permettre de gravir tous les échelons lorsque le talent s'épanouit, lorsque le jeune prend confiance en lui-même. Je crois que nous sommes là sur une belle ambition. Je me réjouis d'avoir entendu nos invités qui ont exprimé à la fois ce qu'ils ont accompli, ce que sont aussi leurs convictions. Eh bien, mesdames et messieurs, si nous avons des convictions, si nous pensons que c'est la voie d'avenir, il est de notre devoir d'avancer dans ce chemin. Et EuroApp Mobility n'a pas d'autre ambition que de faciliter cette avancée. Merci de votre engagement et merci de votre participation ce matin. Merci, Jean. Très heureux de vous écouter. Merci, Jean. N'hésitez surtout pas, chers internautes, membres de CFA, référents mobilité, à nous contacter sur les réseaux sociaux ou via notre site internet si vous avez des questions. Je pense notamment à la question d'Aurélie tout à l'heure. Si elle a d'autres questions sur la mise en place de la mobilité, on est là pour y répondre. Donc, surtout, n'hésitez pas. Nous y répondrons avec beaucoup d'enthousiasme. Je vous remercie à mon tour d'avoir participé à ce webinaire, aux intervenants, aux internautes qui nous ont suivis. Je précise qu'il y aura le replay de ce webinaire qui sera disponible très prochainement, dès lundi très certainement, et nous le diffuserons. Et je vous informe également que le webinaire du mois prochain se tiendra le 26 mars et nous débattrons des avantages pour les entreprises de proposer aux apprentis la mobilité européenne. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci, Alice. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, mesdames. Au revoir, monsieur. Et merci de votre participation. Merci de votre invitation. Merci, oui, absolument. Et Merci à vous. surtout de ce que vous faites. Merci. Au revoir. Au revoir.